Les peuples africains peuvent-ils s'organiser pour exprimer leurs aspirations véritables en dépit de l'arbitraire de certains pouvoirs et de la faiblesse des divisions, voire des compromissions, des oppositions? Cette question est plus que jamais d'actualité en Afrique de l'Ouest et en particulier au Togo, où la rue défie depuis plusieurs semaines le pouvoir de Faure Gnassingbé et où le sang coule abondamment, une fois de plus, dans l'indifférence relative de l'ancienne puissance coloniale, la France, qui a soutenu et renforcé la dynastie des Gnassingbé depuis bientôt 50 ans, mais également de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se contente de communiquer laconique. C'est ce que faisait remarquer Raymond Haïvi, ancien coordinateur de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie et membre de la dynamique unitaire panafricaine. C'était au micro de Cyril Limba dans le cadre de la matinale du Média. Moi, je n'ai pas écouté une voix officielle de la France pour l'instant. Tout ce que j'ai appris cette semaine, et je pense que c'est hier ou avant-hier, c'est simplement le parti de la France insoumise de Mélenchon qui demande à l'Assemblée nationale, dans une séance de l'Assemblée nationale, que la France arrête sa coopération sécuritaire avec le régime togolais. Mais pour l'instant, pas de réaction, il n'y a pas de réaction officielle. Vous savez, ce silence-là, ce n'est pas seulement celui de la France. J'allais y venir. Celui de la CEDEAO est beaucoup plus assourdissant. La CEDEAO, vous savez, c'est comme le dit vulgairement les jeunes, et la plupart des gens qui suivent l'actualité, la CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État. Ouais. Parce que ça fait déjà plus d'une fois que dans la crise togolaise, le silence de la CEDEAO étonne. Et je dirais même, il est assourdissant dans le sens que à chaque fois que la CEDEAO doit s'exprimer, comme il vient de le faire par un petit communiqué laconique, que dit la CEDEAO? Dialogue. Oui. Il dit aux protagonistes, allez au dialogue. Vous savez combien de dialogues on a fait, M. Limba, au Togo? Combien? 28. La CEDEAO a également fait parler d'elle en Côte d'Ivoire, où elle a dépêché une mission fin juin, début juillet, une mission dans la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, également abonnée au tripatouillage constitutionnel et où les élections riment souvent avec répression et mort. La Côte d'Ivoire, où la société civile peine à se faire entendre face aux trois grandes firmes politiques du pays, RHDP, PPACI, PDCI. Pour commenter justement l'actualité au Togo et en Côte d'Ivoire, j'ai à mes côtés Pulchérik Balé, figure de la société civile ivoirienne, plusieurs fois incarcérée, mais toujours combative. Bonjour Pulchérik Balé. Bonjour Monsieur Kouamou. Alors votre pays, la Côte d'Ivoire, n'est séparé du Togo que par un pays voisin des deux nations, le Ghana. Donc ce sont des pays dont les cultures sont proches et on imagine que vous suivez de près les événements récents à Lomé. Êtes-vous d'accord avec les activistes et citoyens togolais qui s'estiment abandonnés par la communauté internationale et en particulier par la CEDEAO? Oui, évidemment. Je soutiens la société civile togolaise parce que dans nos pays, nous avons à peu près les mêmes problèmes et la communauté internationale en général joue les médecins après la mort. Donc, et les Togolais sont mieux placés pour connaître leur réalité et donc s'ils réagissent comme ça, je suppose que ils ont raison, d'autant plus que cette contestation n'a pas de visage, n'a pas de leader. Justement, c'est la particularité. On a l'impression que les opposants ont été, mis en second plan. Comment expliquer ce phénomène assez curieux où finalement l'opposition traditionnelle est obligée de courir derrière la société civile? C'est une sorte de revanche de la société civile? Non, mais en général, dans nos pays, l'opposition gère beaucoup plus ses intérêts que les intérêts du peuple. Et quand on a un peuple qui est responsable, on peut effectivement assister à ce genre de situation où la société civile prend le devant des choses. En Côte d'Ivoire aussi, la présidentielle de 2025 se prépare dans un climat tendu avec la mise à l'écart de nombreux opposants. J'imagine que dans ce contexte, vous ne dormez pas sereinement quand vous entendez parler du scrutin d'octobre 2025. Oui, nous sommes effectivement très, très inquiets parce que c'est un contexte doublement risqué au plan social. On a beaucoup de problèmes, d'injustice, d'inégalités qui font que le peuple lui-même se sent oppressé. Et parallèlement, il y a les acteurs politiques
qui ne communiquent pas, qui sont dans un dialogue de sourds, pendant que l'opposition a tous ses leaders radiés et qu'elle demande le dialogue politique. Le pouvoir en place dit qu'on n'a pas besoin de faire le dialogue et que tout va bien. Donc, franchement, nous sommes inquiets parce qu'au final, c'est le peuple qui paye pour les mauvaises décisions des politiques. En 2020, il y a eu des morts. En 2015, pas vraiment. En 2010, il y a eu des morts. En fait, en 2010, il y a eu 3000 morts officiellement. En 2020, il y en a eu 85. Officiellement. Et voilà, officiellement. Donc, en 2000, 2025, il se pourrait que ce soit il y a eu pire. des centaines de morts. Oui. Est-ce qu'il y a une malédiction de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Je pense que c'est dû à l'irresponsabilité des politiques. Parce que s'ils se parlaient franchement, s'ils mettaient la Côte d'Ivoire au centre de leurs préoccupations, on pourrait éviter toutes ces situations dramatiques. Alors, l'opposition ivoirienne, elle semble divisée avec la multiplication des coalitions. Une impression de cacophonie sort de tout cela, une impression relativisée par Simone et Yves Gbagbo. La prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens, n'est-ce pas? Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir dans notre pays ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens, c'est ça qui est l'essentiel. Ça ne désolidarise pas. Regardez un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. Regardez un petit peu ce qu'ils demandent. Ça va exactement dans le même sens. Quel regard portez-vous sur ce printemps des coalitions politiques en Côte d'Ivoire? Les dirigeants politiques ont malheureusement eu entre eux des problèmes personnels. Et cela a joué un peu sur la création de ces coalitions. Mais je pense que le plus important, c'est de retenir que toutes ces coalitions ont les mêmes revendications. Ça veut dire que si tout est bien mené, cette opposition pourrait finalement finir par avancer ensemble, malgré les instruments différents qu'elle crée. Mais justement, les problèmes personnels dont il s'agit, vous qui n'êtes pas une politique, il y a l'éléphant dans la pièce, c'est la nature tendue des relations entre l'ancien président Laurent Gbagbo et Simone Yves Gbagbo, son ex-femme, avec des relations tendues également avec Charles Blé Goudé, son ancien compagnon. On a l'impression que ces relations qui ne sont pas harmonieuses pèsent sur les capacités d'action de l'opposition. En tout cas, ça la retarde. Ça la retarde. Mais je pense que nous sommes à un stade où l'espoir est permis. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont les mêmes revendications. Il y a le PDCI qui est aussi de part et d'autre, qui pourrait servir de médiateur. En tout cas, nous, on est très optimistes. La société civile aussi s'organise de son côté. Donc, je pense qu'il n'est pas encore tard pour désamorcer la crise qui arrive, parce que nous sommes déjà dans une crise préélectorale. Le truc maintenant, c'est de trouver les solutions pour que cela ne s'aggrave pas et qu'on n'ait pas une crise qui soit sanglante. Alors, vous avez dit que la société civile s'organise. Est-ce que la société civile ivoirienne, est-ce que vous la considérez comme forte ou faible ? La société civile est forte, mais nos institutions sont faibles et l'insuffisance de justice nous empêche d'agir comme on le souhaiterait parce que nous sommes bâillonnés par des lois anticonstitutionnelles. La dernière, c'est une ordonnance qui a été prise le 12 juin 2024, qui a été ratifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui d'ailleurs sont quasiment monocolores. Et donc, nous sommes dans une situation où on empêche la société civile de s'exprimer, on n'autorise pas les manifestations contrairement à ce que la Constitution prescrit. Et donc, on va voir comment ces 4 derniers mois vont se passer. Mais en tout cas, nous, on a l'intention d'organiser des manifestations pacifiques. Alors, quel regard portez-vous sur le jeu du président Alassane Ouattara qui n'est pas encore déclaré? Il n'a pas déclaré qu'il se présenterait ou qu'il ne se présenterait pas. Au moment où nous tournons, peut-être qu'au moment où nous diffuserons, il sera déjà sorti du bois, mais comment expliquer cette valse hésitation? Bon, c'est vraiment dommage qu'il en soit ainsi, parce que déjà en 2020, il avait dit qu'il ne ferait pas un 3e mandat, il n'a pas tenu parole. Là, nous sommes en 2025
Et je ne comprends pas pourquoi ils ne se déterminent pas rapidement. Tous les grands partis ont présenté leurs candidats et là actuellement on est en train de faire les parrainages pour les élections. On ne sait pas avec quel nom le RHDP fait son parrainage. En 2-3 jours, ils ont bouclé leur parrainage, vu leur insertion, vu le maillage de ce parti. Mais dans tous les cas, pour nous, le plus important n'est pas qui sera le candidat du RHDP. Ce n'est pas ça qui sera véritablement le problème. Le plus important, c'est qu'on ait des conditions crédibles et transparentes pour les élections. C'est là que le problème se pose en réalité. Et c'est quoi les conditions crédibles ? D'abord, c'est d'avoir des organes en qui tous les acteurs ont confiance. Ce n'est pas le cas ni pour la CEI, ni pour le Conseil constitutionnel. La commission électorale indépendante. Voilà, ça c'est déjà un problème. L'autre chose, c'est que la commission électorale indépendante travaille sans associer les autres acteurs. On ne les consulte pas, on les informe des décisions prises par la CEI qui, en réalité, viennent du gouvernement, pas de la CEI. Donc, elle n'est pas véritablement indépendante. Donc, il y a lieu de s'inquiéter, d'autant plus que la liste électorale souffre de beaucoup de contestations, beaucoup d'irrégularités. Et donc, les conditions ne sont pas réunies pour des élections crédibles et transparentes. Maintenant, avec la radiation des principaux leaders de l'opposition, chacun ayant des raisons différentes pour être radié, mais tout ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça cristallise le climat électoral et nous sommes vraiment très inquiets parce que on a à la fois les conditions de 2010 et celles de 2020 réunies. Donc, logiquement, ça pourrait donner une crise plus violente que les deux précédentes. Parlons un peu de vous, qui est Pulchérik Ballé. Et pourquoi dérangez-vous au point d'avoir été arrêté plusieurs fois par le pouvoir actuel? J'ai comptabilisé, vous avez fait quasiment 2 ans en prison, en cumulé, sous le régime d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Qui êtes-vous? Bon, je suis Pulchérik Ballé, je suis une citoyenne ivoirienne, sociologue de formation. Je travaillais au BNET avant mon licenciement abusif. En quelle année? En 2020, dès qu'on m'a arrêté, le même mois, on m'a licencié, ce qui est contraire à nos textes. C'est le Bureau d'études et développement du pays. Oui, le Bureau national technique. C'est une administration de prestige où les gens sont en général très bien payés. Oui, oui. Et donc, du coup, c'est un coup qui vous a été porté. Oui, ça c'est sûr, mais je ne cherche moi à déranger personne. Je cherche tout simplement à m'exprimer. J'ai décidé de ne pas le faire dans le cadre d'un parti politique et c'est mon droit. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas réellement dans un État en Côte d'Ivoire. Justement, vu votre charisme, vu votre force, pourquoi vous n'avez pas suivi l'exemple de vos prédécesseuses, Angèle Lonsois, Simone Gbagbo, Henriette Agri-Diabaté? Pourquoi vous n'avez pas choisi, comme ces autres femmes puissantes de la Côte d'Ivoire, d'entrer dans un parti politique? Non, mais moi, je pense qu'il y avait la nécessité de créer une société civile forte, ce qui n'était pas le cas, puisque quand il y a eu la crise de 2010, tout juste après la crise, on a assisté à une justice des vainqueurs et je n'ai pas vu les organisations des droits de l'homme ni les autres organisations de la société civile prendre des positions fermes contre ces injustices. C'est comme ça que je me suis dit, mais là, il y a un vide, il y a quelque chose à faire et je suis venue combler ce vide. Et vous l'avez bien comblé puisque manifestement vous dérangez au point d'être arrêté. Ben justement, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui en 2025 d'être une femme qui porte ces combats? Comme je vous l'ai dit, depuis Marie Corée en Côte d'Ivoire, il y a eu des femmes qui ont porté des combats importants. Mais il y a quand même une sorte de sexisme structurel dans la société ivoirienne et notamment les témoignages de femmes qui sont arrêtées lors des protestations politiques évoquent des réflexions, même des violences supplémentaires par rapport à celles que vivent les hommes. Est-ce que vous avez été victime de cela? Oui, les violences sont multiformes. Je n'ai pas été agressée physiquement, mais il y a eu des violences morales, tant pendant les arrestations que pendant les temps d'incarcération. On crée les conditions pour vous rendre la vie difficile. Donc, il y a eu des violences. Parce qu'on se souvient de 2011, du 11 avril 2011, où Simone Gbagbo a été tabassée, alors que son mari était protégé. Oui, bon. Comment vous l'expliquez? Parce que dans les années 90, elle avait eu le même type de traitement. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même une forme de lâcheté. Hein. Ces hommes-là qui font ça, ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des filles. C'est vraiment dommage qu'ils s'en prennent à des femmes, mais je pense que c'est de la lâcheté. Est-ce que ça dit quelque chose de la société ivoirienne? Est-ce que ça dit quelque chose de la société politique et de la société ivoirienne en général? Parce que les policiers qui arrêtent et brutalisent ou bien
se permettent de dire n'importe quoi à des femmes politiques ou à des femmes engagées sont issues de cette société. Oui, mais il faut dire que les forces de l'ordre en général sont très bien formées. Mais il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la rébellion. Et ceux qui étaient membres de cette rébellion n'étaient pas tous d'un bon niveau. Et ils ont été tous intégrés dans les corps des forces de l'ordre. Et moi, je pense que c'est ceux-là qui créent tous ces dégâts. Sinon, les vraies forces de l'ordre qui ont été formées... Dans les années 90, il n'y avait pas de rébellion, mais il y avait déjà des violences spécifiques faites aux femmes politiques. Oui, mais ce n'était pas aussi grave que maintenant. Là, c'était les chefs d'État de l'époque qui donnaient des ordres aux forces de sécurité. Ils sont censés obéir. Mais ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vécu à partir de 2002. Alors, petite question pour terminer. Est-ce que vous pensez que l'opinion de votre pays est-elle prête à accueillir une femme présidente en 2025, 2030, 2035? Bon, ça c'est à l'opinion de répondre, mais je pense qu'à partir du moment où il y a des femmes comme Mme Simone et Yves Gbagbo qui ont des partis politiques avec beaucoup de militants, à partir du moment où nous avons aussi beaucoup de soutien dans ce que nous faisons, s'il y a des conditions transparentes pour des élections, c'est que c'est possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes présidentes en Afrique, et c'est souvent en Afrique anglophone, d'ailleurs, oui, plus souvent en Afrique australe. Oui, bon, il y a eu quand même Mme Sirleaf au Libéria. Sinon, c'est possible en Côte d'Ivoire, pourvu que les conditions des élections soient transparentes. Je pense que le peuple sait là où il y a son intérêt, parce que je ne pense pas que les femmes apporteraient la guerre à un pays. Merci, Chérique Balé. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.